À tous, mes chers collègues, Monsieur le Président du Césaire. Donc, nous nous retrouvons pour une session au cours de laquelle 44 rapports seront examinés. Donc, conformément au règlement intérieur, les rapports vous ont été adressés 14 jours avant cette réunion. Ils ont fait l'objet, donc lundi dernier, d'un examen pour avis par les commissions sectorielles concernées. Par ailleurs, donc en cas d'urgence, nous avons la possibilité donc de déroger au délai de transmission évoqué. Et un rapport vous a été donc adressé le 15 octobre 2019. Il s'agit d'un rapport relatif à la composition de la commission sectorielle 2, présidée par Paul Gentot, suite à la démission donc de Madame Lieuemont-Briand de son mandat de conseillère régionale. Je vous propose donc de procéder à la vérification du quorum par son constat visuel. Je constate que le quorum est atteint et la séance est ouverte. Antoine Chéreau assure les fonctions de secrétaire pour l'ensemble de la séance. Donc nous allons l'approbation donc de la notion d'urgence que je viens de vous évoquer. Donc, le recours de cette procédure est motivé par la réception, après l'envoi des rapports, du courrier de notification de la préfecture du nom du suivant de la liste suite à la démission de Madame Lieuemont-Briand de son mandat de conseillère régionale et par la nécessité de présenter un rapport relatif à son remplacement au sein de la commission de Paul Gentot en application de l'article 3.5 du règlement intérieur. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue à Madame Barbara Mazière. Donc, l'Assemblée, le règlement donc prévoit que l'Assemblée soit formellement consultée pour cette notion d'urgence dès l'ouverture de la séance. Y a-t-il des oppositions à cette procédure d'urgence? La procédure d'urgence est donc adoptée. Nous examinerons aujourd'hui ce rapport relatif à la commission 1. Je n'ai pas reçu d'amendement concernant les vœux et les questions orales. Nous avons donc 12 vœux et 24 questions orales. Ils seront examinés donc au cours de séance, au moment du passage dans les commissions concernées. Et si l'urgence et l'actualité le justifient, je recevrai encore des vœux dans l'heure qui va s'écouler. Approbation donc du procès-verbal de séance. Est-ce qu'il y a des observations à formuler? Je vous propose donc de l'adopter. Le déroulement donc de la séance. Le temps de parole complet pour chacune des commissions, à savoir 2h42 au total. Pour les vœux, je vous rappelle, c'est 2 minutes de présentation et 2 minutes d'explication de vote par groupe et pour les conseillers non inscrits. Pour les questions orales, c'est 2 minutes de présentation. La liste des rapports et l'ordre du jour donc, vous a été communiqué et je vous propose l'ordre suivant. Donc, nous allons commencer par la commission 1. Cet après-midi, nous reprendrons nos travaux avec la commission 2 où nous aurons 5 rapports. Ensuite, la commission 8 avec 4 rapports. La commission 6, 5 rapports. Ensuite, après le dîner, nous reprendrons avec la commission 7 avec 8 rapports. Et nous reprendrons donc nos travaux demain matin par la commission 3 avec 5 rapports, ensuite la commission 4 avec 4 rapports et puis la commission 5 avec 1 rapport. S'il n'y a pas d'observation particulière, je propose de l'adopter. Très bien. Monsieur le Président du Césaire, mes chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle session. Comme vous avez pu le constater, les sujets que nous allons aborder au cours des 2 journées sont très variés. Ils témoignent, je le crois, de notre volonté de développer avec efficacité les compétences régionales et même au-delà. Mais avant d'aller plus loin dans l'examen des rapports, je veux exprimer en votre nom à tous le soutien de la région aux 619 salariés Michelin de La Roche-sur-Yon qui ont appris la semaine dernière la fermeture de leur usine. C'est une annonce cruelle et brutale et une terrible blessure pour les centaines de familles concernées
pour tout un territoire et plus personnellement pour l'élu que je suis, je me bats chaque jour pour défendre l'industrie ligérienne et voir qu'un fleuron comme Michelin peut du jour au lendemain laisser tomber ses salariés me révolte. Lundi dernier, nous avons rencontré avec Bruno Retailleau l'ensemble des syndicats que nous avions déjà rencontrés courant septembre pour leur faire part de notre soutien plein et entier. Ce sont des hommes, des femmes, des familles entières qui sont concernés par cette fermeture et pour nous, c'était important de pouvoir être à leur côté. La semaine dernière, nous avons rencontré le PDG de Michelin et nous lui avons fait part qu'il était pour nous indispensable de pouvoir accompagner chacun des salariés individuellement. Et puis bien évidemment, il était pour nous indispensable que Michelin rembourse les aides régionales qui lui avaient été versées, les 250 000 versées sur le site de Cholet, ce que Michelin a confirmé. Et puis enfin, mardi dernier, j'ai rencontré le ministre Bruno Le Maire afin de lui demander d'apporter une parole forte pour chacune et chacun des salariés de Michelin et d'exiger également, que le gouvernement exige également de la part de Michelin, le remboursement des aides nationales. Comme pour Arjowiggins, nous serons aux côtés des salariés jusqu'au bout. Sur un autre dossier vendéen, j'aimerais, à la suite des présidents du conseil départemental de la Vendée et de l'ensemble des communautés communes vendéennes, apporter mon soutien au président de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Christophe Chabot. On peut être pour ou contre le projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer, mais on ne peut pas cautionner qu'un projet porté par des élus et validé dans le respect des règles légales soit bloqué par des activistes n'hésitant pas à recourir à la menace et à l'intimidation. La démocratie, ce n'est pas la tyrannie de la minorité. Je n'accepterai jamais que le renoncement du gouvernement à Notre-Dame-des-Landes ait des répercussions à Bretignolles. L'État doit immédiatement rétablir l'ordre républicain. Il n'y aura pas de nouvelles ZAD dans la région, notre vigilance est totale. Je voudrais maintenant, puisque c'est la première fois que nous nous réunissons depuis l'été, dresser un bilan de la rentrée scolaire qui est, comme chacun sait, un moment important. Un moment important pour les élèves et leurs familles, mais aussi pour les collectivités qui les accompagnent au quotidien. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner la réussite de notre jeunesse. En 2019, 48 opérations de construction, d'extension ou de rénovation de nos lycées et CFA ont été engagées ou menées à leur terme. Je vous rappelle que pour la période 2018-2024, la région mobilise 780 millions d'euros pour offrir aux lycéens les meilleures conditions d'accueil possibles. Cette stratégie d'investissement dans les lycées, elle a pour objectif, bien évidemment, d'abord, de répondre à la pression démographique avec la construction notamment de 6 nouveaux lycées qui verront le jour et cette poussée démographique pour la Vendée et la Loire-Atlantique. Mais j'insiste là aussi devant vous, mes chers collègues, les 780 millions d'euros, ce n'est pas que pour la construction des 6 lycées. Les 780 millions d'euros de cette stratégie d'investissement dans les lycées, c'est également, bien évidemment, au nom de l'équité des territoires. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, va servir également à l'extension et la rénovation de nos lycées sur l'ensemble des 5 départements. Et pour garantir que ces financements sont versés de façon équitable et transparente, nous avons remis à plat également l'ensemble des critères de dotation des établissements. Mais le soutien de la région ne se limite pas au mur. Il concerne aussi les aides pour accompagner les élèves et soutenir le pouvoir d'achat des familles. Et j'en citerai ce matin 3.
D'abord, 4,5 millions d'euros pour cette rentrée 2019 pour la dotation à l'équipement professionnel, 2,7 millions d'euros pour la mobilité des apprentis, 2,2 millions d'euros pour le fonds social. La région s'engage pleinement pour l'égalité des chances. Mais la rentrée, ce sont aussi des nouveautés, et cette année, elles furent nombreuses. La nouveauté, ce fut d'abord le renouvellement des manuels scolaires. La réforme du baccalauréat, le gouvernement a imposé aux lycées de renouveler tous les manuels scolaires. Qui paiera? Le gouvernement s'est bien gardé de le dire. La région, qui finance chaque année l'achat des manuels scolaires, a décidé de prendre ses responsabilités. 12,8 millions d'euros ont été débloqués pour permettre aux établissements d'acquérir des exemplaires destinés aux 192 000 lycéens et apprentis ligériens. C'est un budget 4 fois supérieur à celui d'une rentrée ordinaire. Mais notre engagement, c'est de soutenir le pouvoir d'achat des familles, quelles que soient les circonstances. Évidemment, une réforme de cette ampleur ne va pas sans causer des difficultés. Tous les établissements n'abordent pas cette nouvelle offre pédagogique de la même façon. Les ajustements ont donc parfois été nécessaires, mais ils se sont faits en parfaite intelligence avec les établissements. Et je tiens à saluer l'implication d'Antoine Chéreau dans ce dossier. Grâce à la mobilisation de tous, la région a fait bouclier pour garantir la gratuité des manuels scolaires. Et pour moi, c'était quelque chose d'important de maintenir cette gratuité totale pour chacun des lycéens et des apprentis. Et je tiens à préciser dans cet hémicycle que ce n'a pas été le choix de toutes les régions. Mais cette année, la nouveauté, ce furent également les transports scolaires. Alors, comme vous le savez, la loi NOTRe a transmis en compétence à la région les transports scolaires au détriment des départements. Nous avions 5 ans, nous avions plusieurs choix possibles. Soit d'établir, je dirais, l'harmonisation, parce qu'évidemment, qui dit nouvelle compétence, quand c'était une compétence des départements, il y avait une organisation et une tarification notamment différentes en fonction des départements. Nous avions plusieurs choix devant nous, soit d'agir rapidement dès cette rentrée 2019, ou de faire ce que j'appelle moi la politique de l'autruche, puis d'attendre les futures échéances. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons souhaité mettre en place l'harmonisation des dispositifs existants, de créer un tarif unique, une plateforme d'inscription et une billetterie adaptée dès cette rentrée 2019. Pour que chacun s'en rende compte, permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Il s'agit d'une réforme qui concerne 148 000 élèves, 3 400 circuits, 15 500 arrêts scolaires, 70 sociétés de transport et un budget annuel de 130 millions d'euros. Une telle transformation génère forcément des difficultés, même si elles sont en réalité restées assez limitées. Ces dysfonctionnements s'expliquent notamment par une hausse sensible du nombre d'élèves, plus 10 000 nouveaux inscrits pour cette rentrée. Le tarif unique à 110 €, je vous le rappelle, par an, pour un coût de revient pour la collectivité de 900 € par usager, la gratuité pour le 3e enfant, les facilités de paiement, toutes ces mesures ont encouragé les familles à inscrire leurs enfants et nous pouvons bien évidemment nous en réjouir. Et les chiffres sont là, 90% des titulaires d'un abonnement ont réalisé un gain de pouvoir d'achat dans la région des Pays de la Loire. Le revers de la médaille, c'est que le système a pu parfois connaître quelques ratés techniques, et même si les services de la région ont fait leur possible pour les corriger au plus vite, certaines familles ont subi des désagréments qui n'avaient pas lieu d'être. Mais le retour d'expérience est déjà très utile et notre détermination à rendre un service de proximité performant et de qualité n'en est que plus forte. Un mot enfin sur les finances régionales. La décision modificative numéro 3 et le rapport d'orientation
budgétaires qui vous sont présentés à cette session s'inscrivent dans le droit fil de la stratégie financière définie en début de mandat et poursuivie avec constance depuis lors. Quelles que soient les incertitudes de la conjoncture économique ou les aléas des différentes réformes non compensées par l'État, nous tenons le cap budgétaire. Et j'y suis particulièrement attachée. C'est une question, là encore, de responsabilité. Des finances régionales en désordre, un endettement non maîtrisé, ce serait hypothéquer notre capacité à agir demain. Cette précision budgétaire faite, j'en viens maintenant plus précisément à l'ordre du jour de la session. Vous savez, je parle souvent mon attachement à l'attractivité et au développement de l'ensemble de nos territoires. Et pour moi, l'attractivité et le développement des territoires, ils reposent sur deux piliers. Premier pilier, ce sont bien évidemment les collectivités, j'y reviendrai. Et puis le deuxième pilier, ce sont nos entreprises. Nos entreprises, ce sont elles qui font l'attractivité et le développement de nos territoires, quelles qu'elles soient, que ce soit nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, nos ETI ou nos grands groupes. Ce sont elles qui font vivre nos territoires. Et je suis heureuse pour cette session. Comme vous le savez, on a voulu mettre en avant une filière importante, secteur économique important. Et d'ailleurs, on a un élu référent pour les commerçants et pour les artisans, Laurent Caillot. Et on a voulu donc mettre un coup de projecteur pour les commerçants et les artisans lors de cette session, et notamment avec la présentation d'un rapport sur commerce du futur. Les commerçants, les artisans, c'est 14% de l'emploi en région Pays de la Loire. Le commerce est l'un des premiers secteurs employeurs dans nos territoires et comme vous le savez, l'emploi, pour nous, c'est la priorité des priorités. Commerce du futur, ce dispositif, il a été construit comme beaucoup de nos dispositifs avec l'ensemble des acteurs et je m'en réjouis. Bien évidemment, les chambres consulaires, l'ensemble des associations de commerçants de nos territoires, à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à Angers, Le Mans ou Laval, avec l'ensemble des acteurs pour porter des dispositifs au plus près des territoires. Le commerce traditionnel n'échappe pas à la transformation numérique, ni à la révolution des usages de consommation. Si rien n'est fait, le commerce physique risque d'être totalement dépassé par le commerce en ligne, avec les conséquences désastreuses que l'on imagine pour la vitalité de nos villes et nos communes rurales. Ne nous voilons pas la face, la tendance de fond est irréversible. Amazon fait partie du quotidien de tout à chacun, il faut donc s'adapter et s'adapter rapidement. Commerce du futur est un dispositif, je l'ai dit, de proximité qui vise à soutenir la transition numérique des commerces et adapter les points de vente aux nouveaux modes de consommation. C'est aussi un outil visant à encourager l'émergence de produits et de services innovants et à créer de vraies dynamiques de réseau, chères à notre ami Laurent Caillot. Commerce du futur s'inscrit dans la même veine que le dispositif Pays de la Loire Investissement Numérique que nous avons lancé en faveur de la transition digitale des entreprises de moins de 50 salariés et que nous allons renforcer pour accompagner 60 entreprises supplémentaires. Au fond, ces actions apportent des réponses aux défis majeurs que pose la révolution numérique à nos modèles économiques traditionnels. Plutôt que de subir les transformations, ma conviction, c'est qu'il faut les accompagner et soutenir les acteurs de terrain. Dans le domaine de l'économie, je veux également défendre une initiative innovante qui, là encore, place l'emploi au cœur de nos priorités, le VTE, volontariat territorial en entreprise. La région des Pays de la Loire est la première région à développer ce dispositif national qui vise à orienter les jeunes diplômés vers les PME du territoire. Notre ambition, c'est de donner plus de visibilité au VTE et de rapprocher les jeunes de l'entreprise. Nous développerons un réseau d'ambassadeurs VTE pour promouvoir cette démarche inédite en France d'accès à l'emploi. Enfin, quand on parle
d'attractivité et de développement du territoire, quand on parle d'économie, comment ne pas évoquer avec vous ce matin nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ils font l'attractivité et le développement de nos territoires au quotidien. Je vous rappelle que 2 tiers de la surface de la région des Pays de la Loire est en terre agricole. Aujourd'hui, lors de cette session, j'ai envie d'apporter mon soutien plein et entier à l'ensemble des agriculteurs de notre région, l'ensemble de nos agriculteurs de notre pays. À l'heure où nous entendons à longueur de journée l'agribashing, c'est vraiment l'occasion pour moi d'apporter tout mon soutien au monde agricole et de les remercier pour l'attractivité et le développement de nos territoires. Et nous sommes fiers. J'aimerais dire devant cette Assemblée, nous sommes fiers de nos agriculteurs. Et j'en profite également pour me réjouir du succès Au nom de la terre, le très beau film d'Édouard Bergeon, que la région a soutenu, tiré de l'histoire vraie d'un agriculteur mayennais. Ce film, c'est un témoignage bouleversant. Un film qui, pour moi, est indispensable pour éveiller les consciences et combattre certaines idées reçues. Et puisqu'il est question de la ruralité, je voudrais évoquer une autre priorité de la région, cher Maurice, l'équité territoriale. Comme je vous l'ai dit, l'attractivité et le développement des territoires, le premier pilier, ce sont bien évidemment les collectivités qui le font. Et nous avons décidé de doter de 4 millions d'euros supplémentaires le Fonds de développement des communes, ce qui porte l'effort de la région en 2019 à 9 millions d'euros. L'objectif est de répondre à la centaine de communes rurales qui a sollicité notre soutien en faveur d'investissements utiles à leur attractivité. Depuis le lancement du Pacte de la ruralité en 2016, 800 communes ont déjà bénéficié d'une aide régionale. De la même façon, nous renforçons notre plan d'accès à la santé. L'objectif, soutenir 9 maisons de santé et le réseau de télémédecine déployé dans la métropole du Mans. La santé est une question, là encore, prioritaire. Au carrefour d'enjeux de société majeurs, la lutte contre les inégalités, l'alimentation, l'écologie, la formation. Et à ce propos, j'ai récemment participé à un temps d'échange avec des élèves aides-soignants. J'ai été frappée par l'implication exemplaire de ces professionnels dévoués. Et la région a décidé d'augmenter le nombre de formations parce que ce métier, là encore, rencontre des difficultés de recrutement. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir les valoriser, les mettre en avant et pouvoir apporter, là encore, tout notre soutien. Et c'est pourquoi aussi, quand on parle de valorisation, j'ai écrit à la ministre de la Santé et je lui ai demandé de revaloriser le métier d'aide-soignant parce qu'aujourd'hui, il est à un niveau de brevet des collèges. Et quand on parle de revalorisation, pour moi, c'est important de revaloriser ce métier au niveau du bac et notamment en termes de rémunération. C'est pour moi indispensable. Il y a tant à faire en matière de santé et quand je sillonne l'ensemble de la région des Pays de la Loire, beaucoup de belles initiatives sont lancées sur les territoires. Et le rôle de la région des Pays de la Loire, c'est bien évidemment d'accompagner ces initiatives locales, mais c'est également de les dupliquer quand elles fonctionnent et quand elles marchent. Et c'est pourquoi j'ai souhaité mettre le thème de la santé sur la prochaine rencontre régionale des maires que nous organisons le 8 novembre prochain à Sablé-sur-Sarthe. La santé, c'est prendre soin de soi et des autres. Et prendre soin, c'est aussi la vocation de l'écologie. La région a choisi de porter un plan de prévention et de gestion des déchets ambitieux. Les Pays de la Loire
sont la première région quant au nombre de communes dotées de la poubelle grise qui correspond aux petits déchets du quotidien les plus difficiles à recycler. Nous pouvons, nous devons aller encore plus loin, notamment dans le traitement des déchets du BTP ou encore sur la question essentielle du gaspillage alimentaire. Et faire nôtre cette idée simple: le meilleur des déchets est celui qu'on ne produit pas. D'ailleurs, la région s'engage à faire évoluer ses propres pratiques pour tendre vers l'objectif zéro déchet plastique. Là encore, plutôt que de subir le changement, saisissons les opportunités qui s'offrent à nous. Et en la matière, elles sont infinies. Biogaz, éco-conception, recyclage. Il y a tant à faire au bénéfice de notre environnement et de notre économie. Et j'aimerais saluer le travail de Jean-Michel Buff sur ce dossier, son travail et son engagement. Merci à toi, Jean-Michel. Et puisque nous évoquons les ressources naturelles, parlons de l'une des plus précieuses d'entre elles, le bois. Nous mettrons en place une aide spécifique pour le reboisement afin d'aider la filière à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, reboiser 1000 hectares en Pays de la Loire d'ici 2023. Nul n'ignore en effet le rôle fondamental que jouent les arbres dans le stockage du carbone. Nous voulons aussi valoriser le bois comme matériau de construction et consolider la position leader de la région dans les métiers de l'ameublement. 3000 jeunes en formation. En réalité, l'industrie du bois est à la croisée des défis de notre temps: la préservation de la ressource naturelle, l'industrie durable et la transmission des savoirs. Il était naturel, cher Éric Touron, que la région se porte aux côtés de cette filière qui, pour moi, est d'avenir. J'aimerais maintenant évoquer avec vous les actions que nous menons dans le domaine de la culture et du sport, chère Laurence, et qui illustrent notre engagement en faveur de politiques innovantes, ambitieuses et tournées vers le grand public. Je voudrais d'abord me réjouir du lancement réussi la semaine dernière à Angers de la saison de Culture au futur. Nous avons fait le pari, je dirais un peu fou, de réunir des mondes qui d'ordinaire ne se parlent pas: les entreprises, les artistes et la recherche. 5 fleurons de l'industrie et de l'artisanat régional vont, jusqu'au printemps, accueillir des artistes et des chercheurs. Et dans 6 mois, nous organiserons une grande restitution des travaux tirés de cette collaboration unique. Et d'ici là, nous proposerons des événements dans chacune des 5 entreprises partenaires. Mais la culture, ce sont aussi les liens très forts qui nous unissent au FRAC, dont nous soutenons activement les projets et notamment l'aménagement du nouvel espace d'exposition sur le site du hangar à bananes à Nantes. L'ambition que nous portons pour la culture, nous la développons avec la même énergie pour le sport. Et je veux inscrire pleinement la région dans la dynamique Paris 2024 et obtenir le label officiel Terre de Jeux. Nous voulons tirer le meilleur parti en termes de rayonnement, de partage et d'héritage de l'aventure olympique. Et je propose que le CREPS, qui ouvrira à l'été 2021 et pour lequel la région investit 35 millions d'euros, soit labellisé Centre de préparation aux Jeux. Cet équipement emblématique doit être un acteur clé de notre ambition olympique. Vous l'avez compris, notre session touche aux sujets les plus variés. Cette diversité est à l'image de la collectivité de projet que je vais défendre. Une collectivité qui porte son action là où les Ligériens l'attendent vraiment, sur les transports, sur l'économie, sur l'équité des territoires, sur l'environnement, mais sur bien d'autres sujets encore, y compris s'ils ne sont pas des compétences propres de la région, et je pense à la santé, qui est au cœur d'enjeux de société majeurs, mais aussi à l'économie sociale et solidaire, ou encore à la révolution numérique qui bouleverse tous nos schémas traditionnels, et qu'il faut accompagner plutôt que de subir. Je l'ai dit lors du lancement de Culture au futur, il faut décloisonner, faire tomber les barrières, et surtout ne pas s'interdire d'aller là où l'on n'est pas forcément attendu. Je crois que c'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'on peut toucher le maximum de Ligériens et revendiquer une vraie proximité. Merci de votre attention.